Stéphane Chris Victor Soloma. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 1. Deuxième épisode. Je jouais cette fois-ci contre un autre joueur. Un vieil ami de longue date qui avait intégré la résidence Georges Farley en même temps que moi. Mon cher ami Murphy, le seul pensionnaire et résident avec qui je pouvais interagir, et le seul type qui pouvait rivaliser avec moi au jeu d'échecs. À chaque partie que l'on faisait, c'était toujours serré. Des fois, je le battais et d'autres pas. Chacun son tour, l'un mettait à l'amende l'autre. C'était du 50-50. Cette fois-ci, ce n'était plus la même chose. C'était le jour de mes 100 ans. Une 140e victoire devait être ajoutée à mon effigie. Notre concentration était palpable. Chacun faisait attention aux pions qu'il devait utiliser, bouger, pousser sur cette table de jeu. Je réfléchissais, ma tête chauffait au point d'en avoir mal. Je cherchais la moindre faille à sa stratégie. Ce pion, devais-je le bouger de ce côté-ci, ou alors devrais-je le placer dans l'autre sens? Quel choix devrais-je faire? Cette question était difficile pour moi. Je levai les yeux sur Murphy afin de me rassurer qu'il se trouvait dans la même panade. C'était le contraire de ce que je voyais. Dans cette face amère qui se dessinait sous mes yeux, je pouvais entrevoir un calme bien étrange, qui ne pouvait que me mettre mal à l'aise. Cela me perturbait. Je n'aimais pas trop ça. Ce genre de comportement pouvait m'obliger à faire n'importe quoi, surtout si j'entrais dans une sorte de stress que je ne pouvais contrôler. Je me décidai alors de bouger le cavalier et le fou. Je bottais l'autre cavalier en touche et je mettais le fou en face du roi. Murphy, qui ne montrait jamais sa joie, se mit alors à sourire. Quelque chose était en train de se passer sous mes yeux et je ne le voyais pas. D'un geste vif, avec des mouvements rapides, il prit 2 à 4 pions, les déposa à une vitesse fulgurante, balaya mon cavalier, mon fou, prit en otage mon roi et captura ma reine. Échec et mat, me lança-t-il.
Je me mis alors à pousser un cri de frustration et d'exaspération. Je poussai ma chaise roulante et je m'étendis sur le dossier, la tête levée vers le ciel. Je venais d'essuyer ma 139e défaite contre lui. Il y avait de quoi flamber mes ovaires. Je descendis les yeux vers lui et je me mis à me plaindre à son encontre. Je lui reprochais de ne pas me faire de cadeaux, même pendant le jour de mon anniversaire. Il devait au moins faire un effort de me laisser une chance. Battre une vieille femme le jour de ses 100 ans pouvait porter malheur à celle qui les fêtait, lui disais-je. Ce vieux grincheux me disait que je n'avais qu'à mieux jouer au lieu de me plaindre. Ce n'était pas de sa faute si je n'arrivais pas à gérer mes émotions et que je prenais des risques inutiles qui me conduisaient droit au mur. En retour, je le traitais de rabat-joie. Il me montra du doigt la défaillance de ma stratégie. D'après lui, j'aurais dû mieux protéger ma reine et ne pas laisser mon roi sans protection. Il était à découvert et la cible de toute attaque du camp adverse. Il me disait aussi que mon cavalier n'avait aucun fantassin pour couvrir ses arrières. Mon fou était laissé à l'abandon. Il n'avait pas le soutien. Me l'avait-il bien fait comprendre? En posant son doigt dessus sur cet échiquier. Il était logique que je perde, m'expliqua-t-il. Blessé dans mon amour-propre, je me mis alors à le fixer droit dans les yeux. Je lui disais en toute confession que c'était une chance que nous ne vivions pas ensemble sous le même toit. Sinon, l'un de nous deux aurait provoqué un incendie volontaire. Heureusement qu'il n'aurait pas allumé la mèche et ne serait pas parti aussitôt avant que leur maison ne prenne feu, me sortit-il. Il m'informa qu'il retournait dans sa chambre pour faire un petit peu de lecture. Il m'ordonna un tant soit peu de ne pas venir l'importuner, comme si c'était le cadet de mes soucis. Je le vis se lever de cette chaise avec beaucoup de difficulté. Il prit cette canne qui était posée sur le bord de cette table et me tourna le dos pour entrer à l'intérieur de la résidence dans une marche lente. Lorsqu'il y rentra, je vis ma merveilleuse amie Edith le traverser en compagnie d'un séduisant jeune homme. Je me demandais qui cela pouvait bien être. Je n'en avais aucune idée, mais quelque chose me disait
que ce beau jeune homme aux cheveux châtains clairs voulait me parler. Dès l'instant où il plongea ses yeux brun noisette, sous forme d'amande, sur les miens, en étant en pleine discussion avec Edith, qui me montra du doigt, je me replongeai dans mes folles jeunesses. Il me rappelait un certain homme que j'ai aimé jadis, à mes 15 ans. Il était le fer-lance, le porte-parole du mouvement G. Kevin. Ce fameux mouvement populaire qui a secoué les États-Unis ainsi que le monde entier en 2035. Je me rappelais de cette époque folle comme si c'était hier. Il marchait, criait, hurlait, avec une pancarte levée vers le ciel où il était écrit « Abattre le néo-féminisme, mettre fin au féminisme radical ». Cette pensée n'a pas lieu d'être. Elle détruit les rapports sains entre les hommes et les femmes. Je marchais à ses côtés, fier de partager ses idéaux. Fin du deuxième épisode.